Et là, la question à se poser, c'est avec qui veux-tu avoir ces discussions-là? Avec quel niveau de gens, dans quel niveau d'entreprise tu sens que ça peut vraiment avoir un impact sur ta vie, sur ta carrière? Et je pense que ça doit être quelque chose qu'on se pose comme question et qu'on ne doit pas avoir peur d'être un imposteur. Des fois, on se dit, on a une plus petite entreprise, on fait moins de chiffre d'affaires, on fait moins de profit. Mais des fois, il y a énormément de valeurs qu'on est capable d'aller amener un groupe qui est peut-être plus avancé que nous parce que eux, ils vont aimer le fait qu'on est peut-être un peu plus jeune, qu'on a une vision différente. Et s'ils vous acceptent, bien, ils vous acceptent. Mais je pense que c'est très important de se dire avec qui on veut discuter et qu'est-ce que ces personnes-là ont à nous amener. Parce qu'au final, notre temps, il est limité. Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires, le dernier de l'année 2023. On vous remercie d'avoir été si nombreux cette année. On avait commencé le concept en 2022, on l'a accéléré, on l'a pris plus au sérieux en 2023. Et petite nouvelle, on continue à le faire pour 2024. Donc, on est très heureux de faire ces épisodes avec vous tous les jeudis. Mais tout ça ne serait pas possible sans mon compère de toujours, Jonathan Léveillé. Comment vas-tu aujourd'hui? En pleine forme, bien content d'être là encore aujourd'hui, Antoine. Et toi, ça va bien? Yes, ça va très, très bien. Content d'avoir fait ces épisodes avec toi cette année. Je te remercie d'ailleurs de te prêter au jeu à chaque semaine où est-ce qu'on discute du monde des affaires. Je pense que toi et moi, on parlerait de tout ça, que ce soit en podcast ou pas en podcast, on en parlerait ensemble, mais pourquoi pas partager ces informations-là à nos auditeurs. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps cette année, Jonathan. Et tu avais quelques points, peut-être même des questions, j'ai cru comprendre, pour moi aujourd'hui que tu voulais aborder sur le podcast. Où est-ce qu'on commence? Absolument. Ce qui est le fun, c'est que notre relation, on a des discussions hors d'onde, on a des discussions en onde. C'est souvent stratégique, on se challenge, on apprend un de l'autre. J'avais une question pour toi parce qu'on a fait un épisode il y a longtemps de ça sur l'importance de faire partie d'un groupe d'affaires. On a la chance de partager du temps ensemble dans un groupement d'affaires d'échange. Et là, tu as pris la décision de quitter le groupe. Et là, je voulais te poser la question, Ouais. Antoine, qu'est-ce qui motive cette réflexion-là et cette décision-là au bout de la ligne? Puis je pense que ça peut peut-être inspirer des gens autour, pas nécessairement à juste quitter les groupes, mais peut-être à bouger, à évoluer, à mettre des choses en perspective. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on attaque un peu cette question-là et qu'on voit un peu ce qui se passe dans la tête d'Antoine. Notre groupement d'affaires qu'on est ensemble, je l'ai quitté il y a quelques semaines de ça. Essentiellement, la raison numéro un à la base était surtout reliée à un contexte logistique avec mon déménagement qui est en Espagne maintenant. Mais simplement au niveau de décalage horaire, ça crée les rencontres un peu plus complexes. Donc, je suis toujours 6 heures plus tard. Puis bon, on fait souvent ces rencontres-là en fin d'après-midi, début de soirée. Donc, je vous invite à imaginer à quelle heure que je devais commencer ces rencontres-là de l'Europe et à quelle heure je devais les terminer parce que des fois, ça pouvait durer 6 à 7 heures. Donc, il y avait cette raison-là qui s'est intégrée. Également, le fait que quand tu es à distance, tu as moins l'impact des gens. Je m'étais donné l'objectif d'essayer d'en faire quelques-unes en face à face. J'en avais fait une en face à face, je pense, avec le groupe à l'été dernier pendant que je vivais déjà en Europe à ce moment-là. Mais là, par la suite, au niveau logistique, de toujours redescendre, faire ces rencontres en face à face devenait complexe. Donc, je les faisais à distance sur des heures très, très tard. Donc, le volet logistique, la dynamique était plus complexe pour moi pour essayer de retrouver le maximum de valeur qu'on a avec un groupe. Parce que la beauté d'un groupe, c'est quand tu es capable d'être en rencontre, certes, mais également quand il y a des pauses, qu'on est capable de discuter un peu ensemble, comment vont tes choses, comment je peux t'aider. Ça, tu l'as pas à distance, malheureusement. Donc, ça a été une des premières raisons. Puis, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui se posent des questions à se dire avec quel groupe je devrais m'intégrer, quels sont les critères que je devrais regarder dans le groupe. Je pense que la chose la plus importante à se poser, c'est qu'est-ce que vous désirez atteindre avec ce groupe-là? Qu'est-ce que vous désirez atteindre avec des gens d'affaires en général? Je pense que une des raisons pourquoi Jonathan et moi, on aime ce podcast-là qu'on fait ensemble chaque semaine, c'est que ça nous oblige un petit peu à se parler puis à discuter de comment vont nos business, puis qu'est-ce qui fonctionne avec ta business, Joe, puis qu'est-ce qui fonctionne avec ta business, Antoine. Puis un regroupement d'affaires, c'est un peu ça que ça donne aussi. Et là, la question à se poser, c'est avec qui veux-tu avoir ces discussions-là? Avec quel niveau de gens, dans quel niveau d'entreprise tu sens que ça peut vraiment avoir un impact sur ta vie, sur ta carrière. Et je pense que ça doit être quelque chose qu'on se pose comme question et qu'on ne doit pas avoir peur d'être pardonnez-moi l'expression ici, un imposteur. Des fois, on se dit, on a une plus petite entreprise, on fait moins de chiffre d'affaires, on fait moins de profit. Mais des fois, il y a énormément de valeurs qu'on est capable d'aller amener un groupe qui est peut-être plus avancé que nous parce que eux, ils vont aimer le fait qu'on est peut-être un peu plus jeune, qu'on a une vision différente. Et s'ils vous acceptent, bien, ils vous acceptent. Mais je pense que c'est très important de se dire avec qui on veut discuter et
qu'est-ce que ces personnes-là ont à nous amener? Parce qu'au final, notre temps, il est limité. Notre temps, il est limité. On passe du temps dans nos entreprises, on passe du temps avec nos familles, on passe du temps avec nos amis. Si on va passer beaucoup de temps et on va mettre beaucoup d'efforts sur un regroupement, il faut s'assurer que ce qu'on ressort de ce regroupement-là est orienté exactement à où est-ce qu'on veut s'en aller. Donc, un exemple que je peux donner, si vous avez quelqu'un, si vous avez une organisation et vous cherchez à la vendre, disons, ben, je pense que ça vaut la peine de s'entourer de gens dans un groupe d'affaires qui ont déjà bâti et vendu des entreprises. Parce que sinon, ça devient uniquement davantage un regroupement amical, un regroupement d'amis qu'un regroupement qui est capable de te faire voler plus haut. Après, si vous voulez lancer une entreprise internationale, ben, il faut parler avec des gens qui ont lancé des entreprises internationales parce qu'ils vont être capables de vous expliquer les bonnes choses, les moins bonnes choses. Donc, de vraiment se poser la question, où est-ce qu'on se voit dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et par la suite, regarder s'il y a un regroupement de gens qui ont déjà atteint ces choses-là. Mais il faut être intentionnel là-dessus. Il faut analyser, il faut faire des bonnes recherches parce que ce qui va se dérouler, si vous allez tisser des très, très bons liens d'amitié, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec le groupe, c'est ce qui t'arrive également avec le groupe. Puis ça, c'est pas plaisant quitter un groupe. Mais à un certain point, pour plein de raisons, on doit le faire. Donc, assurez-vous que si vous commencez à tisser des amitiés, vous tissez des liens avec un certain regroupement, assurez-vous que ces gens-là vont être capables de vous amener à l'endroit que vous voulez aller. Sinon, peut-être que vous allez davantage vous retrouver avec un regroupement d'amis plutôt qu'un regroupement de gens qui ont atteint des choses que vous aimeriez atteindre. Et je trouve ça ultra pertinent, Antoine, ce que tu mentionnes, parce que c'est beaucoup plus facile d'entrer dans un groupe que d'en sortir. Parce qu'effectivement, on tisse des liens d'amitié, on commence à connaître l'histoire des gens, on voit l'évolution, ça devient des bons chums à travers le temps à qui on peut se confier. Puis surtout, ces groupes-là, généralement, les gens vont en savoir des fois même plus que nos amis proches ou nos conjoints, conjointes au bout de la ligne. Et c'était la raison que je vais te poser cette question-là pour voir ce que tu avais stratégiquement dans ta tête, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit tous se remettre en question à chaque année sur est-ce que j'investis mon temps au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans les bons groupes. Et je trouve tout à ton honneur, Antoine, je te trouve brave de prendre des décisions difficiles comme ça rapides. Peut-être c'est plus facile vu qu'il y a un time zone aussi qui est différent pour prendre cette décision-là, mais moi, je me vois et je vois d'autres gens qui rentrent dans des groupements d'affaires et qui restent là pendant beaucoup, beaucoup d'années sans se remettre en question et j'en suis coupable de cette partie-là également aussi. Donc, je pense qu'on a tous un devoir pendant le temps des fêtes d'avoir une réflexion là-dessus. Est-ce qu'on est vraiment dans le bon groupe pour être capable d'aller à l'endroit où ce qu'on veut aller? Les groupes peuvent changer parce que le groupe initialement que Antoine a joint, dans lequel je suis, était un groupe qui était très axé famille. Quand je suis arrivé, on a axé ça très croissance. On a attiré des membres de croissance et les gens changent à travers le temps. Les focus, les priorités des gens changent et ça vient teinter ce qu'on est capable de ressortir comme plus-value de ce groupe-là. Et je pense qu'il faut tous se remettre en question et d'effectivement être intentionnel sur qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on a été chercher de ce groupe-là la dernière année, qu'est-ce qu'on recherche pour l'année à venir et est-ce qu'on est dans le bon groupe pour être capable de se rendre à destination de où ce qu'on veut aller. Et tous les objectifs et les intentions sont bonnes. Ça peut être de vouloir améliorer son côté de vie personnelle, la balance travail-entreprise. Ça peut être d'aller chercher de la croissance. Ça peut être d'évoluer au niveau acquisition, marketing. Mais je pense que c'est important qu'on fasse cette réflexion-là annuelle et qu'on soit capable peut-être de prendre des décisions difficiles par la suite si jamais le groupe dans lequel on est correspond pas à ce qu'on va aller chercher. Et c'est pas facile à prendre comme décision parce qu'on laisse des bons humains derrière parfois dans ce genre de cas-là. Exact, mais ça peut rester des très bons amis. Dans tous les cas, dans n'importe quel groupe que vous allez rentrer, dans la manière que ça fonctionne, si c'est bien structuré, puis habituellement, ben, je vous invite à peut-être davantage regarder des groupes qui ont un brand derrière la cravate. Donc, on connaît les IO de ce monde, on connaît les YPO de ce monde, donc ils ont vraiment une belle structure. Ça, c'est plaisant parce que tu rentres et tu sens qu'il y a un ordre du jour, qu'il y a un agenda, qu'on se doit de respecter des règles. Ça, c'est fantastique. Et dans tous les cas, vous allez faire des bons amis. Ça, c'est sûr et certain parce que c'est pas n'importe qui peut rentrer dans ces groupes-là. Donc, vous allez faire des bons amis et je pense que les amis que j'ai faits dans ce groupe-là vont être des amis pendant très, très longtemps. Mais au final, il faut aussi se poser la question de se dire, c'est quoi qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche des nouveaux amis ou on cherche des gens qui peuvent nous aider à grandir plus vite? Et je pense que il y a quand même une distinction entre les deux. Ça serait se mentir de penser qu'on peut avoir tout le temps les deux. Et ça, c'est des bonnes questions qu'on doit se poser parce que le temps passe quand même vite. Hein? Le temps passe quand même vite. Si on donne plusieurs années à un groupe qui est peut-être pas exactement aligné sur la même vision, ben ultimement, ça peut teinter également notre
accélération, puis notre vision de croissance pour la suite. Donc oui, effectivement, j'entends, je pense que c'est des bonnes questions à se poser. Donc, réflexion pour tous qui nous écoutent durant le temps des fêtes, pour ceux qui sont dans un groupement d'affaires, incluant moi-même. Donc, voilà. Je vais introduire un sujet entre le prochain sujet parce que je sais que celui que je veux parler, probablement tu vas parler pendant 30 minutes là-dessus. Je vais juste te poser une petite question avant de tomber sur le fameux podcast de Jeff Bezos pour avoir ton input là-dessus. Pour ceux qui nous ont suivis sur LinkedIn, on a parlé un peu de Jeff Bezos cette semaine et on a échangé sur un podcast. Mais je fais une question avant, Antoine. J'ai terminé ma lecture que tu avais recommandée sur le côté marketing qui est $100 million Offer. Et là, je suis à la recherche des prochains livres à lire qui peuvent nous amener puis nous élever au niveau marketing chez OpenMind, Dev2CEO et les autres entreprises. Et là, je me dis, je vais demander à Antoine publiquement, qu'est-ce que tu proposes comme livre marketing à lire pour ceux qui s'intéressent et que c'est leur priorité pour 2024? Ouais, ben écoute, c'est des bonnes questions. Mais je pense que la première question, c'est de se poser la question sur quel type de marketing qu'on veut davantage évoluer et améliorer. Parce qu'il y a vraiment deux écoles de pensée. L'école davantage de branding, c'est-à-dire faire beaucoup de publicité, de contenu qu'on n'est pas nécessairement capable de mesurer. Puis ultimement, à un certain point, on peut avoir des résultats. C'est ce qu'on voit avec les gros brands de ce monde, les Coca-Cola, les Nike. Ils vont investir énormément en visibilité, branding. Bon. Et ça, c'est très, très noble, mais je trouve que ça s'adresse peut-être pour 5% ou 3% des entreprises dans le monde. Le 90-97% d'entreprises restantes vont avoir du succès et vont grandir grâce à ce que je considère c'est le terme qu'on va lui donner en anglais, le direct response marketing. Donc, essentiellement, investir un dollar marketing et être capable, après quelques jours, quelques semaines, de se dire combien d'argent qu'on a fait après avoir investi ce même dollar marketing. Ben, nous, ce qu'on fait chez G7, c'est la deuxième école de pensée, le Direct Response Marketing, et ça tombe bien, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, c'est plus ici que je vais pouvoir peut-être t'aider sur des livres qui pourraient être intéressants. Les premiers livres à regarder, ce serait la trilogie de Russell Brunson. Donc, la trilogie de Russell Brunson. Russell qui a été un des marketeurs qui m'a le plus influencé à travers les années. Je ne te cacherai pas que je consomme un peu moins son contenu depuis à peu près 6 mois, mais ça reste quelqu'un qui est excessivement fort, peut-être un des plus forts en direct response marketing, Russell. Donc, le premier livre de sa trilogie, c'est Dot-Com Secrets. Le deuxième, c'est Expert Secrets. Puis le troisième, c'est Traffic Secrets. Je les ai tous lus. Je les ai tous adorés. Le premier livre, essentiellement, ça t'explique les fondamentaux et la conception et la création et l'élaboration d'un tunnel de vente. Donc, c'est quoi un tunnel de vente et comment tu peux le construire et comment tu peux t'y prendre pour en construire différents. Le deuxième, Expert Secrets, est orienté vraiment sur bâtir une communauté essentiellement. Vraiment bâtir une communauté. Peut-être que je le simplifie un peu ce livre-là, mais je trouve que c'est vraiment ce qui en est ressorti. Je trouvais ça excessivement puissant, Expert Secret. Et le dernier, Traffic Secret, c'est orienté sur comment générer du trafic. Il y a simplement 3 manières dans le monde de générer du trafic, puis il l'explique. 3 livres totalement fascinants. Après, si tu veux pousser la réflexion un petit peu plus loin puis revenir à des vrais fondamentaux, je pense que tu peux aller consommer une série de livres de Dan Kennedy. Dan Kennedy qui est le parrain, ou plutôt le grand-papa du Direct Response Marketing, qui est, en plus de ça, l'idole de Russell Brunson et l'idole de tous les Direct Response Marketers qui ont eu du succès dans les 10-15 dernières années. C'est le plus fort, c'est le plus puissant. Il a bâti des concepts, bâti des frameworks avant même que l'Internet existe. Donc, c'est assez exceptionnel. Ben, je pense que d'aller consommer les ouvrages de Ryan Dice, Digital Marketer, peut grandement aider. Puis avec ça, je pense que tu vas avoir un beau temps des fêtes. Écoute, absolument. Il y a de l'écoute et de la lecture là-dedans que je vais m'attaquer absolument. Merci Antoine. À chaque fois que tu me réfères un livre, c'est toujours pertinent. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent croître leur entreprise l'année prochaine, de se concentrer marketing, mais surtout d'aller chercher du bon knowledge dans des livres comme ceux-là. J'ai pris ça en note et on s'en reparle dans les prochaines semaines, Antoine. Ce qui nous amène à vouloir parler de notre ami Jeff Bezos. Ah, Jeff. Qui est apparu pour la première fois sur un podcast. Je pense, Antoine, si ma mémoire est bonne, c'est jamais arrivé dans les dernières années que Jeff Bezos a décidé de sortir publiquement dans un podcast pour parler un petit peu de lui, de sa vie, de ses projets, là. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage de le voir uniquement apparaître une fois aux 4-5 ans, puis là, ça va prendre un autre 4-5 ans avant qu'on le revoie. Jeff Bezos a fait plusieurs entrevues, apparitions dans les médias quand il était CEO de Amazon, mais même là, c'était pas quelqu'un qu'on voyait tellement en public. On le voyait de temps en temps, mais pas beaucoup.
très similaire à Larry Page et Sergey Brin de Google, qui malheureusement, on ne les voit pas. Ça serait tellement intéressant si ces CEO, entrepreneurs, fondateurs d'entreprise faisaient un peu un don à la société et étaient un petit peu plus visibles parce qu'on a tellement à apprendre de ces gens-là. Bref. Et on le voit énormément, la différence avec Tesla et Microsoft depuis que Satya Nadella est là. La force de mettre un humain devant de la marque pour humaniser cette marque-là puis réussir à propulser l'entreprise, mais toute leur knowledge et leur réflexion business, d'être aussi public dans des podcasts, ça l'aide et ça l'inspire tellement de gens. Fait que je me rattache à ce que tu dis. Effectivement, si ces gens-là seraient plus publics, je pense que ça bénéficierait à l'ensemble de la société, là. En 2024, ça va être essentiel que le CEO d'une organisation soit visible. Les gens s'attachent à ça. Il y a de la distribution pour des brands personnels, que ce soit par LinkedIn, que ce soit par des podcasts, que ce soit par des chaînes YouTube. Je pense que ça devient un rôle essentiel d'un CEO d'entreprise. Maintenant, le volume et la cadence de travail vous revient. Vous pouvez avoir votre propre podcast. Si vous n'avez pas votre propre podcast, puis vous voulez simplement faire des apparitions, c'est correct, mais ça devient essentiel de faire un peu de presse, de faire un peu parler de nous. C'est comme ça qu'on peut bâtir encore des plus grandes entreprises. Les gens se rattachent de plus en plus à un fondateur. Bref, je pense que c'est très important. Ça fait du sens de l'amener à l'attention de l'audience. Puis si on revient à Jeff Bezos, effectivement, on ne le voyait pas beaucoup. Puis Jeff Bezos avait quitté Amazon en tant que président et directeur général à l'été Q3 2021 pour se consacrer uniquement à être président du board. Il avait nommé à ce moment-là Andy Jassy, qui était préalablement président de AWS, qui était la personne depuis le jour 1 qui a bâti Amazon Web Services avec toutes les autres personnes d'Amazon. Pour les gens qui ne le savent pas, Amazon Web Services est la raison pourquoi Amazon est capable de générer du profit maintenant. Enlève AWS, il n'y a pas vraiment de profit qui reste dans les états financiers à la fin de chaque trimestre. Donc, ça, je pense que c'est important de le mentionner. Donc, il y avait une bonne raison de le nommer. Et il s'est retiré. Il s'est retiré. Il mentionnait qu'il voulait se consacrer à son fonds, le Bezos Fund, qui allait investir considérablement dans des projets de changement climatique. Il allait également se consacrer beaucoup à Blue Origin. Et pourquoi j'amène tout ça à Blue Origin, qui est son entreprise qui avait lancé en 2000 pour bâtir un peu des roquettes très similaires à SpaceX, mais il ne va pas à la même vitesse. Et il avait voulu se consacrer plus à Blue Origin et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il expliquait sur le podcast d'Alex Friedman. Et Jeff Bezos, quand on l'entend parler, c'est un cours d'université à chaque fois. Moi, c'est mon idole. Il n'y a pas une personne qui m'impressionne plus dans le monde que lui. Je lis le livre en ce moment de Elon Musk, qui est juste derrière moi, mais je ne suis pas capable de me rattacher à Elon Musk parce qu'il joue sur un niveau que je pense qu'il n'y a aucun autre être humain au monde qui peut jouer. Et loin de moi la prétention de penser que je joue au même niveau que Jeff Bezos, mais on dirait que quand je l'entends parler et que je l'entends penser, ça m'a l'air davantage relié à ce qu'un être humain peut faire et des concepts qui peuvent davantage être intégrés dans une organisation. Et il l'explique de manière tellement précise, méticuleuse. C'est un orateur hors norme. Et le podcast avec Lex Friedman était très intéressant. Parlait beaucoup de Blue Origin. C'est très rare que je l'entende parler autant de Blue Origin. Habituellement, c'était davantage sur Amazon, mais tout de même, c'était une conversation que j'ai trouvée assez fascinante. Moi, c'est là que j'ai décroché parce que j'avais 1 heure de disponible dans mon véhicule. Donc, je mets ça, enfin, on va pouvoir entendre vraiment de la voix de Jeff Bezos, ses pensées, puis ce qu'il a en tête. Et la première heure était pratiquement seulement sur Blue Origin, sur les fusées, tout le reste. Impressionnant, par contre, à quel point il maîtrise techniquement l'ensemble des sujets et je ne sais pas si c'était bien briefé à l'avance puis il avait été chercher vraiment toutes ces datas, mais mon Dieu, un homme extrêmement intelligent. J'ai pas réussi à me rendre jusqu'à l'autre section, la 2e heure du podcast qui parlait en dehors de ça. Donc là, à voir les étincelles que tu as dans les yeux, Antoine, dès que je me rassois dans mon véhicule et que j'ai un peu de temps, je vais continuer à l'écouter. Donc, je souhaite que la 2e partie me rejoigne un petit peu plus que la première, mais reste quand même que c'est impressionnant de le voir à quel niveau ces gens-là, Jeff Bezos de ce monde est aujourd'hui, puis qu'est-ce qui pousse, là? Il est à un autre niveau, mais tu vois, ce qui est très intéressant, puis j'avais lu ça dans un des nombreux livres que j'ai lus sur Amazon et Jeff Bezos. Tu vois, Andy Jassy maintenant, qui est le CEO de Amazon, dans toutes les rencontres qu'il y a avec ce qu'on appelle les SVP, donc les Senior Vice Presidents, qui sont chacun responsables de certaines catégories, la catégorie AWS, la catégorie Retail, la catégorie publicitaire, Alexa, etc.
Eh bien, c'était dit que Andy Jassy, dans ces rencontres-là, a toujours besoin d'un conseiller technique parce que le conseiller technique va être capable de l'aider un petit peu plus quand on rentre très, très, très en détail dans la technologie. Et il faisait le paradoxe et Jeff Bezos n'a jamais eu besoin de conseiller technologique. Il pensait tout le temps à 100% de lui-même, de manière excessivement indépendante. Et si vous lisez les nombreux livres, ils le disent tous, un après l'autre. Mais tous les gens qui ont été dans des rencontres avec Jeff Bezos ont toujours dit on a toujours considéré que peu importe ce qui se déroulait, c'était toujours lui qui était la personne la plus intelligente dans la salle, peu importe le sujet. Il y avait une compréhension, une articulation de ses idées qui était assez exceptionnelle. Puis je pense que c'est une des choses qui, puis tu vois, il en parle dans la deuxième partie du podcast avec Lex Friedman qui a fait la renommée de Amazon, c'est leur fameuse préparation à des rencontres, ce qu'on appelle le six-page memo. Donc, pour donner un peu de contexte à notre audience, aujourd'hui, chez Amazon et même chez Blue Origin, maintenant, c'est ce qu'ils expliquaient. Une rencontre commence toujours avec 30 minutes de lecture. C'est-à-dire, on arrive dans une rencontre et disons que Jonathan et moi, on veut parler de l'amélioration du podcast Hypercroissance, discussion d'affaires en 2024. Tu arrives dans la rencontre et tu dois avoir préparé un six-page memo, donc un mémo de 6 pages expliquant et articulant les idées, les défis que tu rencontres, les solutions, les sujets que tu aimerais débattre. Les gens arrivent, assumant qu'il y a 5 à 7 personnes dans une pièce, d'ailleurs, dans une rencontre. Jeff Bezos l'a toujours dit, il ne doit pas y avoir dans une salle de la place pour plus que 2 pizzas. C'est-à-dire que si on peut manger plus que 2 pizzas, c'est qu'il y a trop de monde dans la salle. Donc ça vous donne un petit peu une idée du maximum de personnes qu'il peut y avoir dans une rencontre. Et les 30 premières minutes, chaque personne lit le mémo et prend des notes. Et après, la discussion s'enchaîne. Et c'est ce qui a fait la renommée d'Amazon. Ils expliquaient tout. Ils ont aboli tout PowerPoint. Tu n'as pas le droit d'arriver avec un PowerPoint. Tu prépares uniquement un mémo. Parce qu'un PowerPoint est davantage fait pour vendre une idée. Un mémo est davantage fait pour ouvrir une discussion. Et Jeff Bezos disait, je le cite un peu en anglais, I love strong document, strong memo, but messy meetings. Donc, avoir une vision excessivement claire des points qu'on veut discuter, articuler les problèmes, articuler les défis, articuler les solutions. Et par la suite, ça crée une discussion qui peut partir un petit peu dans tous les sens, mais au moins, il y a une fondation, il y a une colonne vertébrale au meeting qui est tellement intégrée de manière forte au départ à cause de cette approche-là. Il fait la même chose chez Blue Origin maintenant. Et tu vois, ça fait partie des ouvrages que j'ai lus de Jeff Bezos qui parlent de tout ça. Puis c'est toujours les mêmes points qui parlent dans les rencontres, mais c'est donc intéressant. Mais ce concept-là, au niveau de la préparation et la conduite des rencontres, ça fait plusieurs fois, moi, j'en entends parler, mais j'ai jamais vu personne l'appliquer dans sa propre entreprise. Je sais pas si toi, tu l'as vu, Antoine, à l'œuvre. Je sais pas si tu l'as testé. Tu l'as testé de ton côté? Nous, on le fait, mais peut-être à 10%. C'est-à-dire que quand on a une rencontre, tu vois, juste avant le podcast, je faisais une rencontre marketing. Les personnes dans l'équipe de marketing et dans d'autres départements, mais je prends l'exemple ici parce que c'est lui que je viens de faire, doivent arriver avec un mémo fait avant la rencontre que tout le monde lit. Là, tu vois, et là, la distinction, Jeff Bezos lui dit, les gens ne doivent pas lire le mémo avant la rencontre parce que la vérité, c'est que tout le monde n'a pas le temps. Donc, c'est mieux de prendre 30 minutes au début de la rencontre et tout le monde le lit. Bon, on fait un petit peu différent, mais moi, je demande à mes équipes d'écrire un mémo parce qu'un mémo, c'est vrai que ça t'oblige à penser, Et à synthétiser l'information. à synthétiser l'information. Puis, pour les gens qui ne l'ont pas fait et qui nous écoutent aujourd'hui, je vous invite à prendre du temps à écrire un mémo, à écrire une narrative qui explique un enjeu que vous êtes en train de vivre avec des solutions. Si vous n'avez jamais fait l'exercice, vous allez vous rendre compte à quel point ça peut vous aider. Moi, je le fais à peu près à tous les mois. Où est-ce que je porte un constat sur mon entreprise? Où est-ce que je m'envoie un peu une lettre à moi-même? Et quand tu mets tout ça à l'écrit, et t'écris, tu te rends compte de certaines choses que tu n'étais pas capable de voir au plus profond de ta pensée parce que tu ne l'avais pas mis sur papier. Mais plus que tu écris habituellement, plus que tu as envie d'écrire plus. Et là, ça commence, et là, tu commences à vraiment, vraiment, vraiment définir le problème. Et ultimement, quand la définition du problème est tellement claire, ça devient donc facile d'intégrer une solution. Et souvent, quand on ne définit pas fondamentalement c'est quoi le problème, c'est excessivement difficile d'intégrer une solution. Tu vois, regarde, je vais te donner un exemple. Je parlais de la rencontre marketing tout à l'heure avec mes équipes, qu'un des objectifs dans la prochaine année, c'est d'augmenter considérablement le nombre d'écoutes sur nos podcasts. Un podcast, c'est difficile à faire découvrir. Puis tu vois, on était parti sur une solution récemment de se dire, il faut améliorer le SEO, la recherche organique de nos podcasts.
Puis on était parti comme quoi que c'était la solution parce qu'on avait identifié que le problème, c'était qu'on n'avait pas assez d'écoute. Là, ça peut paraître excessivement clair pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de dire, ouais, mais Antoine, il y a 5, 6, 7 autres manières que tu peux prendre pour ça. Mais vu qu'on avait mal défini le problème, on était parti sur une solution avec une seule vision qui était, il faut absolument augmenter et améliorer le SEO de nos podcasts. Donc, on s'est mis à trouver et à chercher des experts en SEO de podcasting. Et tout à l'heure, dans une rencontre, qu'on a pris du temps à vraiment définir le problème, on s'est dit, mais attends, est-ce que l'enjeu est vraiment la recherche organique de nos podcasts, comme quoi qu'on ne sort pas sur les moteurs de recherche ou sur Spotify ou sur Apple Podcasts, ou juste le fait que la structure de commercialisation du podcast n'est pas assez définie? Puis quand tu commences à poser les questions puis à vraiment redéfinir le problème, bien là, tu arrives avec une solution qui est totalement différente. Et là, le plan de match pour promouvoir les podcasts dans la prochaine année, ben, tu sais quoi, ça ne sera pas orienté à uniquement trouver quelqu'un qui peut nous aider sur le SEO. Et tu vois, c'est un exemple que je donne qui est microscopique, mais la force d'écrire et de faire ces mémos pousse la personne qui est en charge de la rencontre à définir, à sa plus simple définition, l'enjeu, le problème que le département ou l'entreprise vit pour que par la suite, plusieurs solutions soient capables d'être intégrées plus facilement. Cette réflexion-là à comment rendre le podcast ou les podcasts plus forts en termes de vélocité d'écoute. Moi, je serais curieux qu'on fasse un épisode là-dessus en 2024 sur quel est ton plan de match, parce que moi, ça m'intéresse pour le podcast Pivot, entre autres, TI Préventive. On a un troisième podcast qui va être lancé en 2024 qui va s'appeler Sur mesure, qui est spécifique pour le développement sur mesure de comment automatiser les entreprises et les amener au prochain niveau par la tech. Donc, moi, je serais bien intéressé que tu nous partages ton data et probablement plusieurs personnes qui nous écoutent aussi, là. Merveilleux. Bon, est-ce qu'on a fait le tour un petit peu sur le podcast du jour? Il y a d'autres choses que tu veux rajouter? Petite nouvelle rapide avant de terminer. La FCC, qui est un organisme qui réglemente tout ce qui est radio et télécommunications aux États-Unis, viennent d'autoriser Starlink, qui est une des nombreuses compagnies d'Elon Musk, à faire un test pour 180 jours. Et quel est ce test? C'est de pouvoir envoyer de l'information, de la communication sur les ondes radiocellulaires, sur des téléphones cellulaires non modifiés à partir de leur satellite. Donc, c'est du jamais vu, jamais fait jusqu'à date. Starlink avait la prétention de lancer leur réseau cellulaire, mais avec vraiment un équipement spécifique pour des ondes qui va rejoindre des satellites à ce moment-là. Mais là, ils ont réussi à trouver un moyen d'envoyer une communication qui est plus en format laser vers le téléphone pour faire fonctionner les téléphones mobiles d'aujourd'hui via satellite. Et là, présentement, les autres fournisseurs, parce qu'ils vont faire le test avec la compagnie T-Mobile aux États-Unis, et les autres fournisseurs se sont levés pour dire qu'ils pensaient qu'il allait vraiment avoir un risque de créer des temps d'arrêt ou des problématiques de fonctionnement pour les autres fournisseurs à cause qu'ils vont transmettre cette communication-là à longue portée, que c'est pas supposé d'être. Et là, c'est à voir, est-ce que c'est simplement parce que les autres fournisseurs de téléphone ont peur de Starlink, que s'ils réussissent leur test, ça va probablement vraiment révolutionner l'industrie et il y a peu ou pas d'autres joueurs qui sont positionnés sur l'échiquier pour être capables de faire la même chose. Donc, ils émettent une crainte d'interférence radio à travers les États-Unis, mais on va le savoir dans les prochains mois, à savoir si c'est simplement un conglomérat d'entreprises qui s'y opposent pour protéger leur territoire. Donc, l'objectif de Starlink, ça serait de lancer leur service cellulaire en partenariat avec des grands joueurs pour, dès 2024, offrir la fonction SMS et dès 2025, la fonction voix et données. Et là, ça vient faire à ce moment-là que la couverture cellulaire devient pratiquement à l'échelle planétaire du jour au lendemain. Et ça va, je pense, aider beaucoup, beaucoup de gens qui ont des problématiques dans le nord ou dans des zones où il n'y a pas de couverture à l'heure actuelle. Donc, si vous n'avez pas des bonnes couvertures cellulaires aujourd'hui, gardez espoir. Elon s'en vient à la rescousse avec une de ses nombreuses compagnies. Ce fameux Elon, ce fameux Elon. Bon, ben fantastique. Ben, Jonathan, merci d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous. Encore une fois, on vous le dit, merci d'avoir été avec nous en 2023. On va revenir encore plus en force en 2024, peut-être même avec des nouvelles idées. Donc, soyez avec nous tous les jeudis. Jonathan, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.